Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Lyonnais-Voutaz, en direct de Radio Anthropocène, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission La chèvre et le chou. J'anime aujourd'hui l'émission aux côtés d'Héloïse Belay. Bonjour Héloïse. Bonjour Clara. Lors du dernier épisode, Mathieu Coumoul recevait Guillaume Dozier de l'association Boom Forest pour nous parler d'une méthode de plantation de micro-forêts urbaines. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser aux acteurs qui contribuent plus largement à développer la nature végétale en ville, et notamment au rôle qu'occupent les habitants dans ce processus. Nous nous intéresserons en particulier au projet de végétalisation participative. Qui implique-t-il et de quelle manière ? Représente-t-il un réel levier pour la végétalisation des villes, mais surtout pour une meilleure implication des citadins ? Et enfin, existe-t-il des inégalités d'accès à ces dispositifs ? Pour aborder ces questions, nous accueillons aujourd'hui Amélie Deschamps, qui est maîtresse de conférences en géographie et spécialiste de la végétalisation urbaine. Bonjour Amélie. Bonjour Clara, bonjour Héloïse. Bonjour Amélie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter vos sujets de recherche et nous expliquer comment vous en êtes arrivée à ces questionnements ? Merci pour votre invitation et pour cette première question. Moi, je travaille sur la végétalisation participative, donc c'est-à-dire les programmes municipaux qui permettent aux habitants de planter sur l'espace public. Et j'ai travaillé dans le cadre de plusieurs métropoles françaises. Et j'en suis arrivée à ce sujet quand je réfléchissais à un projet de thèse. On était en 2017 et je faisais à ce moment-là un stage en écologie sur les arbres en ville. Et je me rendais bien compte que pour comprendre des questions d'écologie urbaine, c'était quand même important de réfléchir aussi à la place des habitants, qui étaient un peu les compagnons les plus directs des plantes qu'on pouvait trouver en ville. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser aux initiatives qui mêlaient questions écologie et questions habitantes, et que j'en suis arrivée à travailler sur ces programmes municipaux de végétalisation participative. Et alors justement, vous expliquez que la végétalisation participative, elle permettait donc d'impliquer les habitants. Mais dans quel cadre, globalement, est-ce qu'elle peut avoir lieu ? Qui coordonne tout ce procédé ? Alors, la végétalisation participative, ça peut être une boîte un peu large, donc n'importe quel type de programme municipal qui impliquerait des habitants pour la plantation d'espèces pourrait être considéré comme de la végétalisation participative. Moi, j'ai travaillé sur deux programmes en particulier que j'ai cherché à comparer, parce que c'était deux programmes qui me semblaient reposer sur des principes assez communs, mais à des échelles différentes. Le premier programme, c'est les jardins partagés, qui était déjà assez connu en 2017. Il y avait déjà pas mal de travaux dessus. Donc les jardins partagés, c'est une association d'habitants qui va cultiver une parcelle en ville, une parcelle du domaine public, en tout cas dont la municipalité ou la métropole a l'autorité dessus. Et j'ai voulu comparer ces programmes qui étaient alors bien installés donc à ce moment-là avec des programmes qui commençaient à émerger, qui étaient un petit peu plus nouveaux, qui étaient alors ils ont plusieurs noms. Aujourd'hui, on dit beaucoup les permis de végétaliser, c'est aussi des jardins de rue, mais globalement, c'est tous les programmes qui permettent aux habitants de végétaliser plus directement la voirie. Donc des toutes petites initiatives de végétalisation, c'est poser des jardinières sur le trottoir, c'est planter au pied d'un arbre par exemple, ou aussi c'est faire des trous dans le bitume des trottoirs directement pour que les habitants puissent végétaliser ces espaces au pied de leurs immeubles. Donc le point commun de ces deux types de végétalisation participative, ce sont vraiment des programmes qui se font avec l'accord des municipalités. Il y a une contractualisation entre les habitants qui sont bénévoles et qui sont volontaires et la mairie qui met un cadre, qui donne des autorisations pour végétaliser l'espace public. D'accord. Bon, c'est intéressant parce que c'était un petit peu des questions que j'avais envie de vous poser ensuite sur tout ce qui était jardin partagé, permis de construire. Et donc, du coup, en tant qu'habitant ou qu'habitante, est-ce qu'on peut pas vraiment décider donc tout seul peut-être de faire une plantation devant notre immeuble ? Il y a des critères, j'imagine, à remplir pour pouvoir faire ça. Donc, le fameux permis de végétaliser peut-être. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces critères en général ?
Oui. Alors, bon, déjà, effectivement, le fait qu'il y ait un programme, en fait, ça va permettre de légitimer l'action des habitants sur le trottoir. Et surtout, ça va leur permettre de pérenniser leur plantation dans le temps. Parce que le risque, si la mairie n'est pas au courant, si c'est une plantation qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable, c'est que les jardiniers de la ville l'arrachent ou que les cantonniers, en nettoyant les trottoirs, l'arrachent et que l'initiative ne perdure pas. Donc, c'est le premier intérêt de cette institutionnalisation, du fait que les mairies sont au courant, elles vont permettre de pérenniser ces petites plantations. Dans le cas des permis de végétaliser, aujourd'hui, il y a plus de 300 communes en France qui ont ce type de dispositif. Il y a aussi maintenant des communes en Belgique, en Suisse qui en ont aussi, donc c'est quand même quelque chose qui est assez diffusé aujourd'hui et qui permet quand même dans pas mal de villes de les mettre en place. Pareil pour les jardins partagés, hein, la plupart des villes aujourd'hui ont des programmes de jardins partagés. Alors pour ce qui est des contraintes, des critères, ils vont être un peu différents entre les deux. Hein. Pour les permis de végétaliser, en général, le plus important pour la mairie, c'est que il faut que l'initiative ne remette pas en cause l'accessibilité. Donc, c'est-à-dire que une poussette, un fauteuil roulant doit pouvoir continuer à passer sur le trottoir. Hein, ça ne doit pas empêcher le passage. Il y a en général aussi des vérifications techniques qui sont faites. Est-ce qu'il n'y a pas des réseaux souterrains qui se passent à cet endroit-là? Il y a aussi des réflexions sur les espèces qui sont autorisées, celles qui sont interdites. Mais c'est vrai que le permis de végétaliser est assez après ouvert une fois ces quelques conditions respectées. Après, en fonction des villes, hein, certaines demandent à ce que ce soit un petit groupe d'habitants, au moins 5 en général, qui s'en emparent. D'autres n'imposent pas un nombre minimal et on peut être vraiment tout seul à se lancer dans son initiative. Ça va dépendre des villes. D'accord. Pour les jardins partagés, là, c'est un peu plus... La contrainte, c'est vraiment la question de trouver de l'espace, puisqu'on est vraiment sur une parcelle, et il faut que ce soit la municipalité ou la métropole qui puisse avoir son mot à dire sur l'utilisation de cette parcelle, puisque, bien évidemment, elle ne peut pas se porter garante de l'utilisation d'une parcelle privée. Et en général, aujourd'hui, les municipalités, ce qu'elles vont chercher, c'est plutôt des parcelles qui vont pouvoir être dédiées à un jardin partagé sur un temps plutôt long. Elles font plus trop des jardins trop temporaires parce qu'elles trouvent que c'est trop d'investissement. Donc, si elles savent que cette parcelle est prévue pour un projet immobilier d'ici 1 an, en général, elles vont dire non. Mais sinon, une fois que la parcelle est identifiée, après, c'est aussi tous des enjeux techniques, d'organisation, de clôture du jardin qui vont être nécessaires. Mais il n'y a pas trop de critères précis à respecter. D'accord. Et justement, là, vous expliquez qu'il y avait peut-être des contraintes sur les végétaux, les espèces qui étaient autorisées ou interdites. Moi, je me demandais, voilà, en effet, quels sont les types de végétaux qui sont plantés et est-ce que les habitants ont le choix des espèces, en tout cas peut-être en partie, et quelles sont les contraintes d'une manière générale? Alors, les plantations sont vraiment à la charge des habitants. Donc, c'est à eux de choisir ce qu'ils vont planter, de leur faire leur plan de culture. Dans le cadre des associations, c'est les associations, donc des jardins partagés, c'est les associations des jardins partagés qui vont, avec leurs finances, acheter les plants, les plantes, si nécessaire. Et dans le cadre des permis de végétaliser, outre le fait que parfois la mairie offre la première plante, ensuite c'est aux habitants également d'alimenter leur plantation si besoin. Donc, partant de ça, les habitants sont très libres dans ce qu'ils font réellement, mais quand ils signent la charte avec les mairies, ils ont un certain nombre de conseils et de contraintes à respecter en fonction des municipalités. Donc, la première chose, c'est que les municipalités vont très largement, en général, les inciter à planter des espèces indigènes, notamment pour que les plantations participent à la biodiversité locale. Et à l'inverse, elles vont aussi leur recommander d'éviter les espèces invasives qui pourraient venir déséquilibrer ces écosystèmes locaux. Donc en général, ça vient avec des listes d'exemples d'espèces qui sont indigènes en fonction de la ville, ou à l'inverse, d'espèces invasives qu'il faudrait éviter. Elles vont aussi faire des recommandations généralement en termes d'espèces qui vont supporter d'être plantées en ville. La ville, c'est un milieu finalement très aride pour du végétal, du fait de l'imperméabilisation des sols. Donc ça aussi, ça peut être des conseils des mairies. Là, on n'est pas sur de la contrainte, mais plus sur des conseils pour avoir des plantes qui tiennent dans le temps, de préférer des plantes annuelles, des plantes qui n'ont pas forcément besoin d'énormément d'eau pour vivre. Après, il peut y avoir aussi des recommandations en termes de est-ce qu'on met des choses consommables ou non.
Par exemple, dans le cadre des permis végétalisés, les municipalités recommandent de ne pas consommer ce qui va être planté, principalement parce qu'il y a trop de risques de pollution. On est sur des plantations au bord des trottoirs qui risquent de subir, par exemple, les déjections canines, qui sont à hauteur des pots d'échappement des villes, etc. Donc, c'est impropre à la consommation. Et en tout cas, les mairies refusent d'avoir toute responsabilité en cas de problématiques de santé. Pour les jardins partagés, vu qu'on est plus sur des parcelles, forcément là, l'intérêt pour planter des choses consommables va être plus important de la part des habitants. Et là, en général, la plantation de légumes notamment est possible une fois que la pollution des sols a été contrôlée. Donc, et en général, en ville, les sols sont pollués, donc on ne peut pas planter directement. Et donc, les municipalités vont installer des géotextiles. Donc, en fait, vont déblayer les parcelles, installer un géotextile et réinstaller une terre végétale dans laquelle on pourra planter des aliments qui pourront être consommés, avec là quelques contraintes en fonction de la profondeur de la terre végétale qui aura été apportée. On ne peut pas mettre des plantes avec un système racinaire trop profond, par exemple, qui pourrait mettre en danger le géotextile. Donc voilà, il y a effectivement des recommandations qui sont plutôt suivis par les habitants dans l'ensemble. Après, il y a toujours aussi la limite des habitants qui n'ont pas forcément connaissance de toutes les espèces et qui peuvent se retrouver avec des espèces invasives sans les reconnaître et n'ont pas les arracher, par exemple. Et justement, c'était aussi un petit peu ma question. Alors là, ce serait peut-être le frein des habitants, un frein peut-être lié aux connaissances, mais là, sur la question des espèces indigènes, est-ce que du côté des habitants, on observe que c'est quelque chose qui est plutôt plébiscité, ou est-ce qu'il y a quand même des freins liés au choix de ces végétaux en particulier ? Alors, en fait, les habitants n'ont pas forcément des connaissances antérieures. Enfin, ça dépend vraiment, mais au cas par cas. Mais en général, il y a peu de connaissances en biologie végétale avant de se lancer dans cette activité de jardinage. Ils comprennent tout à fait les arguments que leur apportent les municipalités, qui font d'ailleurs souvent vraiment un effort de pédagogie pour expliquer, pour les faire connaître auprès des habitants. Donc tout ça va amener les habitants à plutôt essayer de suivre cette voie, suivre ces conseils. Ce qui va être plutôt un frein, en général, c'est se procurer ces plantes. Par exemple, une des problématiques rencontrées par les habitants, c'est la dégradation de leurs plantations. Vu qu'elles sont sur l'espace public, elles se font souvent arracher, cueillir ou autres. Un peu moins dans les jardins partagés, parce qu'en général, il y a une clôture qui protège. Mais toutes les plantations au pied des arbres, au pied des immeubles, évidemment, elles subissent des dégradations très rapides. Ce qui fait qu'ils doivent régulièrement renouveler la plantation. Et les habitants, au début, rachètent des plantes et très rapidement vont se rendre compte que ça leur coûte trop cher pour certains de racheter des graines ou de racheter des plants pour alimenter leur plantation. Et donc, vont petit à petit se déplacer vers des opérations de récupération, récupérer des graines, récupérer des plantes, parfois qu'ils vont trouver à la campagne, parfois qu'ils vont trouver dans des espaces abandonnés, parfois aussi qui sont les déchets, en tout cas les plantes qui sont prévues, qui sont arrachées des parterres municipaux et qui sont prévues d'être déplacées. Tout un système de récupération qui font qu'ils vont plus tant réfléchir à ce qu'ils plantent, mais l'objectif, ça va vraiment être de réussir à planter quelque chose à moindre coût, et donc qui s'éloigne un petit peu des objectifs initiaux de viser par exemple des plantes indigènes. Alors, parfois, le hasard fait bien les choses et il continue dans cette veine. Et parfois, on peut avoir d'autres types d'espèces qui vont apparaître. Donc ça, c'est vraiment le frein que rencontrent les habitants, c'est le fait de devoir renouveler leur plantation qui peut leur coûter cher. Le deuxième frein aussi au fait d'avoir des végétaux vraiment indigènes, c'est que pour les permis de végétaliser, là où on pourrait avoir le plus de végétaux indigènes, vu que c'est pas tant les légumes qui intéressent les habitants, les habitants ont aussi ont particulièrement à cœur que ces permis de végétaliser, même si c'est des toutes petites plantations, elles se voient, qu'en été elles soient très vertes, qu'elles soient plutôt en hauteur, qu'il y ait des fleurs. Vraiment, il y a un aspect d'esthétique visible qui est très important et qui parfois va à l'encontre de végétaux indigènes. Ça va aussi à l'encontre des espèces qu'on pourrait recommander dans ce contexte d'aridité, et donc qui va amener les habitants à favoriser certaines espèces plus que d'autres parce qu'elles remplissent ces critères esthétiques et elles ne remplissent pas d'autres critères. Après, ça peut aussi les amener à planter des espèces intéressantes. Une fois de plus, ça c'est un peu le hasard des choses qui le font. Mais voilà, par exemple, dans les permis végétales, dans les villes que j'ai pu enquêter, des espèces qui se retrouvent beaucoup, par exemple, c'est les roses trémières.
qu'on soit à Lille, à Paris ou à Lyon, les roses trémières avaient énormément de succès auprès des habitants parce qu'elles demandent très peu d'entretien, c'est très facile de ramasser les graines pour les renouveler d'année en année. Quand elles poussent en hauteur, donc ça prend de la place. Elles vont avoir des fleurs avec des couleurs qui sont visibles. Donc c'est des espèces qui vont cocher tous les critères des habitants pour les plébisciter. Et justement, on a beaucoup parlé donc, des habitants à juste titre, mais en ce qui concerne les acteurs impliqués, est-ce que ces habitants sont en lien avec d'autres acteurs ? Donc on a évoqué la mairie, mais est-ce qu'ils seraient en lien avec des acteurs publics, privés ou des associations pour les accompagner dans toutes les étapes de la végétalisation ? Alors, pour ce qui est le cas des permis de végétaliser, on est vraiment sur des initiatives très individuelles, voire aux petits groupes d'habitants. Généralement, il n'y a pas d'association qui va être relais, ils sont très peu en lien avec des associations. L'acteur avec lequel il peut avoir le plus d'échanges, ce sont généralement les conseils de quartier, qui font un peu courroie de transmission avec la mairie et qui sont donc généralement au courant quand il y a une initiative de végétalisation dans un quartier. Donc voilà, ils peuvent être vraiment l'acteur aussi qui fait l'intermédiaire avec la mairie, qui transmet les messages et les difficultés dans les deux sens. Sinon, ça peut être aussi des fois des habitants qui sont motivés à planter dans le cadre des permis de végétaliser, qui viennent d'autres milieux associatifs, mais pas en lien avec le jardinage. Là, ça renvoie plus au profil de ces habitants, des gens qui sont déjà investis dans des activités associatives, mais pas forcément en lien avec des questions d'écologie urbaine en général. Dans le cadre des jardins partagés, par contre, cette fois-ci, on a bien un réseau associatif. Alors, on a même plusieurs réseaux associatifs. On a l'association vraiment à l'échelle du jardin, puisque un jardin partagé doit être associé à une association. Et dans les 3 villes que j'ai étudiées, il y avait aussi des associations qui étaient un petit peu plus surplombantes, qui géraient pas un seul jardin partagé, qui étaient généralement missionnées par les mairies. Par exemple, à Lyon, il s'agit du Passe Jardin, qui est une association qui appartient à un réseau national qui s'appelle le Jardin dans tous ses états. Et cette association fournissait des aides aux habitants, notamment elle pouvait offrir des ateliers pour les former à certaines techniques de jardinage, à la permaculture par exemple. Elle pouvait aussi les entraîner sur certaines techniques, sur comment aussi animer l'association au sens plus large du jardin partagé, comment organiser aussi des activités, des repas communs. Donc voilà, tout un ensemble de services que peuvent rendre ces associations aux associations de jardins partagés pour aider ces collectifs à exister en complément de ce que les municipalités peuvent prévoir. Et justement, comment est-ce que tous ces acteurs s'articulent dans le temps ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, la végétalisation bénéficie d'une image plutôt positive associée à de nombreux services écosystémiques et mise en avant par les mairies. Mais est-ce que ces pratiques ont d'abord été portées par des politiques publiques officielles ou plutôt par des actions individuelles ou par des petits collectifs associatifs ? Alors, dans le cadre des jardins partagés, le modèle vient plutôt de l'Amérique du Nord. C'est vraiment des initiatives en Amérique du Nord qui vont être observées par des acteurs français, qui vont être ramenées sur le territoire français. Et ces initiatives américaines, à l'origine, c'est plutôt des initiatives effectivement associatives, d'occupation militante, d'espaces abandonnés en ville. Donc c'est ça vraiment effectivement le point de départ du modèle du jardin partagé. Par contre, dès qu'elles vont arriver en France, ces initiatives de jardin partagé, elles vont très vite se faire avec l'accompagnement de pouvoirs publics. C'est difficile de distinguer les deux en France. Le mouvement associatif s'est fait en parallèle d'un accompagnement des municipalités dès le départ. Donc il y a vraiment un enchevêtrement de ce jeu d'acteurs qui fait on peut pas trop discerner en France d'antériorité dans le temps pour les jardins partagés. Pour ce qui est des permis de végétaliser, là on est sur plein d'initiatives en fait différentes qui ont pu inspirer un petit peu ces permis en France. Ça tire un peu de l'inspiration de la guérilla gardening, de la guerre jardinière urbaine. Ça tire de l'inspiration des incroyables comestibles qu'on a pu voir en Angleterre. Donc plein de mouvements associatifs différents qui pouvaient exister dans d'autres pays. Dans le cadre français, ce que j'ai entendu durant mon enquête, c'est que c'est aussi des initiatives qui ont été prises en charge par les municipalités très rapidement. Par exemple, à Lyon, avant même d'avoir un permis de végétaliser vraiment appelé sous ce nom institutionnalisé,
C'est un agent municipal, un jardinier municipal qui va faire des expérimentations dans son quartier, qui va planter avec des habitants des graines dans des fissures du trottoir. Et comme il était lui-même jardinier municipal, il va faire le lien entre habitants et municipalité. Et petit à petit, c'est ainsi que vont naître les premiers trous dans les trottoirs, qu'on appelle à Lyon les micro-implantations florales, qui donneront quelques années plus tard le modèle du permis de végétaliser. Donc là aussi, on est dans un entre-deux d'initiatives qui part autant du côté des habitants que des municipalités. Et après, globalement, ce modèle du permis de végétaliser, il va se diffuser dans les villes françaises. Ça va vraiment avoir un énorme succès à partir du moment où Paris, en 2015, va vraiment appeler son programme permis de végétaliser. D'ailleurs, c'est le nom qui est devenu quasiment unique. Quasiment toutes les villes ont repris cette appellation et vont diffuser ce modèle à partir du modèle parisien qui lui-même s'inspirait d'initiatives qui avaient eu lieu notamment à Lyon auparavant. Et justement, je rebondis sur un élément que vous nous avez évoqué dans votre présentation. Là, pour l'instant, on évoque donc des permis de végétaliser ou en tout cas des initiatives qui ont l'air d'être plutôt favorisées par les politiques publiques. Mais est-ce qu'on a encore aujourd'hui des actions de type bombe à graines ou guérilla gardening en France ou ailleurs dans le monde ? Alors, il existe encore des groupes qui se revendiquent de la guérilla gardening en France. Après, ils ont un niveau d'action à une échelle très fine, sur des opérations à certains moments donnés très courts, qui font que c'est assez difficile de se rendre compte vraiment de l'impact, on va dire, dissident qu'ils pourraient avoir. C'est vraiment des petites opérations très localisées, très individuelles. Là, c'est assez difficile de les généraliser. Il n'empêche qu'ils existent encore. Il n'empêche aussi qu'eux aussi s'hybrident. En fonction des villes, peuvent aussi se positionner différemment par rapport aux municipalités. Par exemple, certains groupes de guérilla gardening parisiens s'étaient vraiment opposés au permis de végétaliser parisien, considérant qu'on était vraiment sur une récupération politique d'une action associative, dissidente, alors que à l'opposé, au même moment, il y a des groupes de guérilla gardening lyonnais à Lyon qui ont décidé de s'associer à la municipalité, à des associations pour proposer des activités, par exemple de constitution de bombes à graines, et qui ont vraiment commencé à en faire un loisir urbain. Il y a même un groupe de guérilla gardening qui s'est retrouvé à vendre des activités d'animation à des entreprises. C'était une animation team building qui a vraiment dépolitisé aussi le sens original de la guérilla gardening, mais qui renvoie aussi à ce développement, cet imaginaire du végétal en ville, du jardinage urbain, qui n'est plus forcément que politique et qui a aussi perdu un peu de cet aspect critique. Après, pour ce qui est des jardins partagés, alors j'ai pas observé directement d'initiatives de jardins partagés qui étaient vraiment dans l'opposition aux municipalités dans le cadre des villes sur lesquelles j'ai enquêté, mais il en existe encore. Il en existe en France, par exemple le jardin partagé du quartier libre des Lentillères à Dijon est une initiative souvent citée pour parler de ses oppositions à des grands projets d'aménagement. Il y a aussi des jardins partagés qui se sont vus remis en cause du fait de projets d'aménagement urbain et qui se sont mis en lutte contre ces projets. Je pense aux jardins ouvriers en particulier, mais à Aubervilliers, dans le cadre des projets du Grand Paris et des JO 2024, qui ont essayé aussi des jardins en lutte contre ces projets. Donc il y a encore des possibilités effectivement de lutte en fonction du contexte local et des projets qui remettent en cause notamment l'existence des jardins. Et moi, ça me fait rebondir un petit peu aussi, donc, parce que là, quand même, tous ces dispositifs sont, comme vous l'expliquez, et Clara l'a dit aussi, largement soutenus par les politiques publiques. Mais on lit souvent aussi des discours critiques sur les méthodes qui sont déployées, par exemple sur le choix des espèces ou de la taille des arbres qu'on va planter des arbres trop grands qui finalement vont mourir très vite, et sur le fait que finalement, ces méthodes de végétalisation seraient un peu trop souvent motivées par des enjeux politiques et peut-être pas assez écologiques, ou qu'il peut y avoir vraiment un enjeu d'image pour les politiques publiques. Qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que la végétalisation participative, elle permet de mieux concilier ces deux enjeux, ou est-ce qu'il y a quand même ces tensions-là aussi dans ces projets-là ?
Alors, je pense qu'on retrouve cette tension dans la végétalisation participative du point de vue de certains acteurs. On voit bien, hein, les initiatives, elles sont comptabilisées par les mairies, elles sont mises en avant sur les sites web, sur les photographies qui sont partagées à propos de la végétalisation urbaine. Les rapports de développement durable font des inventaires du nombre de nouveaux permis de végétaliser qui ont été développés dans la ville, dans une année, etc. Il y a aussi un aspect très statistique, regardez, on végétalise la ville et voilà les chiffres. Donc il y a vraiment effectivement aussi un enjeu d'affichage, de communication pour les mairies autour de ces initiatives, hein. Mais ça renvoie aussi aux promesses électorales qu'elles cherchent à tenir. Donc ça se comprend aussi de ce point de vue-là. Du point de vue des habitants qui sont directement investis dans des initiatives, là, ça me semble un petit peu différent, puisque en général, c'est pas tant un affichage qui est recherché, mais vraiment une amélioration du cadre de vie local. C'est vraiment la première raison pour laquelle les habitants vont s'investir dans la végétalisation. Alors, amélioration du cadre de vie local, qu'il faut comprendre dans un sens très très large, c'est embellir son cadre de vie quotidien. Plein d'habitants parlent de vouloir une rue moins minérale, de voir davantage d'espaces verts, de végétation, d'où l'importance d'avoir des fleurs, quelque chose de vert à voir au plus proche de chez soi. Il y a aussi l'idée d'embellir son quartier, mais aussi de le rendre plus habitable. Certains espèrent que ça peut avoir un rôle, notamment face au phénomène d'îlots de chaleur urbains ou de canicule estivale. Alors, même si là, les jardins partagés peuvent avoir un rôle plus important, du fait qu'ils ont une taille plus importante, hein, évidemment. Mais très localement, on peut avoir des initiatives de permis de végétaliser où on va avoir des plantes grimpantes qui grimpent sur une façade et qui font de l'ombre, par exemple, sur une fenêtre qui n'aurait pas de volet. Et donc, très localement, peuvent avoir un rôle dans ce ressenti des habitants d'avoir amélioré l'habitabilité de leur rue ou de leur bâtiment à l'échelle très, 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 très locale. Donc, pour le point de vue des habitants, je pense qu'on a vraiment aussi la recherche d'impact très concret sur leur quotidien. D'ailleurs, améliorer leur cadre de vie, j'ai parlé des aspects esthétiques, des aspects écologiques, mais il y a aussi un aspect social, hein. Ce qui ressort beaucoup aussi des habitants, c'est que ça va être un moyen de se rencontrer, de rencontrer ses voisins, de rencontrer d'autres personnes. L'idée qu'on va pouvoir se croiser autour d'initiatives, de jardiner ensemble, ou tout simplement parce qu'en fait, ils vont être dehors en train de jardiner, il y a des gens qui vont s'arrêter, qui vont leur adresser la parole, et souvent, c'est aussi quelque chose qui motive les habitants dans ces initiatives. Et justement, donc tout ça, ça me fait penser à la question de, on va dire, l'égalité d'accès à tout ça. Mais est-ce que dans les villes que vous avez étudiées, tous les quartiers sont concernés de la même manière par ces initiatives, ou est-ce qu'au contraire, il y a des disparités, et comment est-ce qu'on peut les expliquer ? Alors effectivement, tous les quartiers des villes ne sont pas concernés de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément les mêmes quartiers qui sont concernés par les jardins partagés et par les opérations de rue. Première raison, c'est que, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein, le jardin partagé, la principale contrainte, c'est qu'il va falloir trouver un espace libre, alors que l'intérêt du permis de végétaliser, c'est que globalement, normalement, n'importe où dans la ville, on a des trottoirs et on devrait trouver de la place pour les installer. Donc ça, c'est la première explication à la différence de localisation. Les jardins partagés, une autre explication de leur localisation, c'est que en devant être soutenu par une association, on se retrouve avec deux types de jardins partagés, en tout cas dans les trois villes, donc Lille, Lyon et Paris, sur lesquelles j'ai travaillé. On se retrouve avec deux types d'associations qui soutiennent les jardins partagés. Des associations qui sont créées au moment de la création du jardin partagé et qui sont vraiment uniquement dédiées au jardin partagé et qui, là, le plus souvent, sont plutôt dans des quartiers, on va dire, au niveau de vie moyen à l'échelle de la ville, qui vont vraiment être dédiés que à cela. Et on va avoir un deuxième profil de jardins partagés qui sont des jardins dont l'association est une association préexistante. Et très souvent, c'est des associations à but social, des associations d'insertion, des maisons de la jeunesse, des maisons de la culture, ce genre d'associations, ou encore même des régies de bailleurs sociaux, qui vont se saisir de l'outil jardin partagé proposé par les municipalités pour créer une activité dans leur quartier, pour participer à la végétalisation de celui-ci.
Et généralement, ces associations, elles ont plutôt une implantation dans des quartiers au niveau de vie moins aisé, donc les villes, dans les quartiers les plus pauvres des villes. Et donc, ça va permettre aux jardins partagés de se trouver également dans ces quartiers. Donc, ce qui permet aux jardins partagés, voilà, déjà d'avoir un peu deux profils de quartiers dans lesquels on peut les retrouver. Pour les permis de végétaliser, là aussi, je disais tout à l'heure, des questions de contraintes liées à la morphologie urbaine. On pourrait se dire qu'on peut retrouver, donc, vu qu'il y a des trottoirs partout, des permis de végétaliser n'importe où dans les rues d'une ville. Mais finalement, dans mes observations, ce que je me suis assez vite rendu compte, c'est qu'on les retrouve le plus souvent dans des petites rues, des rues à impasse, des rues à sens unique, des rues avec peu de trafic automobile. Et elles sont très rarement le long des grands axes, le long des boulevards par exemple, ce qui renvoie aussi à l'évitement de certains types de quartiers. Les quartiers à dalles, les quartiers avec des barres d'immeubles par exemple, sont généralement beaucoup moins représentés dans les quartiers où on retrouve des initiatives de végétalisation. Et forcément, ce profil de morphologie urbaine est le plus souvent en ville quand même assez aussi relié à des profils sociaux. On va une fois de plus se retrouver plutôt dans des quartiers de classe moyenne qui vont davantage investir ces initiatives. Alors au-delà aussi de la contrainte de la morphologie urbaine, il faut y lire aussi une question d'accessibilité de ces dispositifs. Le permis de végétaliser, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir une association. Et ce qui veut dire que ce sont les personnes individuellement qui vont devoir soutenir le coût des plantations, qui peut être déjà une première contrainte. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'association qui va permettre de faire le lien avec la mairie, qui va pouvoir remplir les dossiers pour obtenir l'autorisation nécessaire. Donc, il n'y a pas tous ces intermédiaires qui pourraient ouvrir l'accès à ces initiatives et qui font aussi forcément un effet de filtre, et notamment de filtre social qui contraint leur répartition dans les villes. Et justement aussi en termes de contraintes, moi il y a quelque chose qui me vient en tête parce que, alors moi c'est quelque chose que j'avais observé plutôt sur mes terrains qui sont des jardins de copropriété, mais je sais qu'il existe des quartiers dits sensibles où on a des problématiques liées notamment au deal de drogue et où trop de végétation ou une végétation trop haute ou trop dense peut être considérée comme problématique. Par exemple, ça empêche la police de bien surveiller. On peut cacher des choses à l'intérieur. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent pour la végétalisation participative, ou est-ce qu'il y a d'autres problématiques un peu similaires, ou pas forcément Alors, sur les questions de sécurité, je dirais pas forcément. Parce que on va pas avoir des végétations, enfin les habitants vont pas s'occuper d'arbres ou de plantations en hauteur, on va vraiment être soit sur des légumes, soit sur des arbustes à fleurs. Donc ça va globalement quand même un peu limiter ce type d'inquiétude liée aux quartiers qui seraient considérés sensibles pour des questions de sécurité. Les inquiétudes qui vont plutôt porter, je pense, sur les jardins, que ce soit d'ailleurs les jardins partagés ou les permis de végétaliser, c'est plus toutes les questions autour de la propreté, de vraiment, oui, on délègue aux habitants la gestion de ces petits espaces verts, ces micro-espaces verts, mais il y a une vraie inquiétude pour les municipalités de garantir quand même leur entretien, et notamment leur entretien dans le temps long. Parce que des plantations, pour être belles, elles doivent être entretenues. Il faut nettoyer s'il y a des déchets qui se prennent dans les feuilles. Il faut couper les feuilles mortes, ou en tout cas nettoyer, déblayer. Il faut arracher les plantes qui sont mortes. Et ça renvoie vraiment à une peur qui n'est pas du tout nouvelle. On parlait déjà au XXe siècle de la peur des bidonvilles verts. C'était Françoise Weber qui utilisait ce terme pour parler des jardins ouvriers. Cette inquiétude pour la propreté, pour ne pas laisser s'ensauvager ces espaces, elle perdure aujourd'hui, et ça fait peser aussi une contrainte sur les habitants où il y a vraiment cet engagement à essayer d'entretenir sur le temps long, qui peut être aussi une contrainte temporelle parce que ça demande beaucoup de temps aux habitants qui, une fois de plus, se rendent pas forcément compte au départ du temps que ça va leur prendre d'entretenir ces plantations au niveau attendu par les mairies pour garantir cette esthétique urbaine à laquelle sont davantage habitués les urbains tels qu'on peut les voir dans les parcs aujourd'hui. Et donc pour finir et conclure un peu sur cette partie, donc vous nous avez expliqué que tous les quartiers et tous les habitants n'étaient pas impliqués de la même manière. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la végétalisation soit un moyen de réduire des inégalités socio-spatiales, ou est-ce que cela apparaît, en tout cas pour le moment, comme un vœu pieux, voire comme une source supplémentaire d'inégalités urbaines ?
Je pense que ça pourrait être un moyen de réduire certaines inégalités, en particulier des inégalités environnementales, mais ça dépend de certaines conditions. Ça dépend notamment une volonté, notamment municipale, d'avoir une impulsion stratégique, prospective sur où on doit développer la végétalisation participative. Pour le moment, ça repose uniquement sur l'initiative habitante. Donc, c'est des habitants qui décident un jour de se mobiliser à un endroit, et c'est ça qui crée ces inégalités en fonction des acteurs qui sont en capacité de justement s'investir dans ces projets versus ceux qui n'en sont pas capables ou juste qui n'en ont pas connaissance. Et donc avec une vision un peu plus stratégique de la part des municipalités, je pense que ça pourrait être un outil pour réduire ces inégalités environnementales qui croisent évidemment des inégalités sociales et qui pourrait être aussi un outil pour répondre aux questions autour de l'habitabilité des villes. Eh bien, merci beaucoup Amélie pour tous ces éclairages qui nous permettront de regarder la végétation urbaine avec un œil plus averti. Et merci beaucoup Héloïse et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de La Chèvre et le Chou. Nous nous retrouverons le 19 février pour un épisode consacré au végétal urbain, mais cette fois-ci sous l'angle des continuités écologiques. Et en attendant, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents en ligne sur le site de Radio Anthropocène et sur toutes les autres plateformes d'écoute. À bientôt. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.